Bon, d'abord, bienvenue, merci. On va essayer d'aller vite parce qu'il fait très chaud dans la salle où on est à Paris. Je crois qu'il fait très chaud dans toute la France, mais tout particulièrement dans cette salle de la mairie Paris-Centre. Moi, je voudrais d'abord vous féliciter, féliciter tous les espaces éthiques régionaux qui se sont mobilisés, féliciter Hélène pour son travail d'animation, Grégoire Moutel au départ pour l'interface avec le projet. Alors, quelques mots. La fulgurance d'abord des choses et le fait qu'on est vraiment dans une réflexion bioéthique puisque il faut anticiper les choses par rapport à leur fulgurance. Mais on doit constater la fulgurance. 2012, la description d'un côté par Doudna Charpentier, de l'autre côté par Feng Zheng, du système CRISPR-Cas9. On ne va pas revenir sur toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis Prime Editing, Base Editing, mais 2012, il y a 10 ans, seulement 10 ans. 2015, les premiers rapports et déjà les constatations sur les inquiétudes dans le domaine de la santé humaine, dans le domaine de la santé animale ou dans le domaine végétal et la biodiversité. Premier rapport comme celui de l'INSERM ou celui du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, avec déjà le fait de souligner que, surtout, ne nous focalisons pas uniquement sur l'édition du génome transmissible à la descendance. Bien sûr, c'est une question philosophique et éthique fondamentale, mais le Covid nous a montré, et de quelle manière, que l'accès aux soins était quelque chose d'essentiel. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais revenir évidemment sur 2018 et l'origine du Global Citizen Jury, mais aujourd'hui, 2022, 10 ans seulement après la découverte de la méthode, on a déjà des applications fantastiques dans le domaine du cancer, l'immunothérapie des cancers avec CAR-T, les traitements Kymriah et Yescarta, 400 000 euros par traitement. Des traitements qui vont apparaître dans le champ des maladies de l'hémoglobine, bêta-thalassémie, drépanocytose, des stratégies qui sont plurielles et extrêmement importantes. Comment est-ce que les pays qui en ont le plus besoin, les pays du Sud, auront accès à ces traitements? Se repose, comme avec le Covid, comme avec les vaccins Covid, la question de faire de ces techniques un bien public mondial. Personne ne peut en être privé, l'usage de certains n'en prive pas d'autres. Donc, on va avoir des questions bioéthiques fondamentales qui se sont posées, je le pense, dans les délibérations et qui vont se poser. Alors, en plus de ça, vous savez qu'au mois de janvier, il y a eu la première transplantation cardiaque chez un humain d'un cœur génétiquement modifié par des techniques d'édition du génome à partir d'un cochon. Et ce n'est pas un gène qui a été modifié, c'est 10 gènes qui ont été modifiés. Donc, des possibilités fantastiques, mais qui deviennent une réalité, qui deviennent notre réalité, et donc comment on va utiliser ça. On revient un peu en arrière, 2018, le deuxième sommet global sur l'édition du génome humain, qui est réuni à Hong Kong. On était avant le Covid, on se réunissait. Et là, le coup de tonnerre qu'a représenté l'annonce de Jiang Que de la naissance de 2 jumelles et prochainement d'un troisième enfant né depuis. Et pour résumer les choses, le président du Congrès, David Baltimore, a résumé la situation en disant que c'était un complet échec, a total failure, complet échec d'autorégulation de la communauté scientifique, puisque depuis 2015, nous avions tous dit que rien ne devrait se faire sans qu'il y ait une sécurité et une évidence scientifique. Même aujourd'hui, nous ne l'avons pas, surtout quand on touche à des embryons humains. Qu'il faudrait une pertinence médicale, le fait de prévenir le HIV, même dans des conditions de stigmatisation des patients comme la Chine, n'était absolument pas réuni comme condition médicale. Et enfin, dès 2015, il était clairement affirmé que le troisième pilier, sans lequel même les deux autres n'auraient pas d'intérêt, même avec la valeur scientifique, même avec la valeur médicale, la délibération sociétale. Et le constat devait être fait à la fin de ce congrès que la délibération sociétale, tout le monde l'appelait tout au long des différents rapports qui ont été faits, on appelait à cette délibération sociétale, mais personne ne le faisait.
Et à la suite de ça, et à la suite de discussions un peu dans les couloirs de Hong Kong, avec Jennifer Merchant, nous avons été contactés par des collègues australiens qui ont dit il faut qu'on monte quelque chose à l'échelle mondiale. Et pour rendre les choses plus claires et plus pertinentes, on délibère, mais on délibère pourquoi? Au fur et à mesure des discussions, l'idée a été d'en faire un film, un documentaire que Sonia Pemberton est en train de réaliser, et puis que ça irait vers les instances onusiennes pour faire entendre enfin la voix des citoyens. À partir de là, on est rentré en France avec Jennifer. Il y a eu différents groupes d'expertise qui se sont mis en place. En particulier, je vous recommande, je suis partie prenante, donc j'ai un lien d'intérêt évident, le rapport qu'a fait le groupe sur la gouvernance de l'édition du génome humain auprès de l'OMS. Donc, il y a 3 rapports en fait remis en juillet 2021. Vous le trouvez sur le site de l'OMS. Je vous recommande la lecture, pas parce que j'en faisais partie, mais parce que je pense qu'ils sont vraiment très intéressants. Ces 3 rapports, c'est vraiment une réflexion approfondie, mais encore une fois, une réflexion d'experts. Et il fallait absolument que plus que le débat citoyen, que la délibération citoyenne s'engage. Alors, quelle différence je fais? Je pense que dans la question de l'engagement citoyen vis-à-vis des questions scientifiques, on a toujours 3 étapes. La première étape, c'est celle de l'information. Et là, l'expert est dans son devoir d'informer. La deuxième étape, c'est celle de l'engagement, c'est-à-dire la capacité de poser les questions, la capacité de dialoguer avec les experts. Ça, je pense que nous le faisons, un peu moins bien, mais nous le faisons. Et puis enfin, l'empowerment, la mise en situation de décider. Et ça, seule la délibération peut permettre cette troisième étape, elle est essentielle. Il nous fallait les moyens d'arriver à cette délibération, et l'idée est venue de saisir les espaces éthiques régionaux, dont c'est la mission d'animer le débat autour des questions éthiques. Ça a été une mobilisation fantastique grâce à Hélène, grâce à Sébastien, grâce aux directeurs des espaces éthiques régionaux qui tous se sont mobilisés. Et il ne suffit pas de claquer dans les doigts et de dire on va réunir des citoyens, on va les faire délibérer. Avant les délibérations, il y a eu des heures et des heures de réunions, de débats. Comment allions-nous réunir les gens? Sous quelle méthode? Comment allions-nous les informer? Comment allions-nous les informer de la manière de travailler, de la manière dont le résultat de leur délibération serait porté? Tout ça a fait l'objet de réflexions approfondies des espaces éthiques régionaux. Tout ça a fait l'objet d'une mise en œuvre de méthodologie. Tout ça a mobilisé des jeunes, et c'est essentiel, les générations futures et des moins jeunes. Ils ont encore le droit de participer aussi. Et puis voilà, on arrive aujourd'hui au grand jour où les différents espaces se sont réunis, presque tous. Peut-être que 2 espaces ont encore à travailler, à se réunir. L'Assemblée mondiale aura lieu en 2023. Il y aura la question d'élaborer une méthode sur qui seront les 10 ou 15 heureux français qui nous représenteront dans cette délibération mondiale, parce qu'il faudra qu'il y ait une délibération mondiale à partir des expériences nationales. Je pourrais en reparler, ou Jennifer à la fin pourra en reparler. Mais en tout cas, vous allez entendre aujourd'hui ce qui est à mes yeux d'abord unique. Je crois que ça ne s'est jamais fait de cette façon, même si les états généraux de la bioéthique étaient déjà un certain succès. Mais là, je pense que vous avez mis en œuvre quelque chose d'unique, avec un succès incroyable et des résultats fascinants. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole et je laisse la parole à Hélène et à Sébastien en disant encore un grand merci pour tout ce travail.